Shin est une larve sans ambition. Un meuble, un accro aux jeux vidéo, tout comme toi, sans aucune valeur. Un jour, il replonge dans le monde virtuel, et une porte suspecte apparaît, bouleversant sa routine de joueur. Soudain, le bouton de déconnexion disparaît. Quoi? 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 Il est maintenant piégé dans un combat pour sa survie, dans le monde réel. La seule option pour sauver sa misérable peau est de vaincre le boss final et de gagner la partie. Mais avant cela, ce MC inutile se dirige vers le combat du grand boss, laissant son entourage derrière lui. Il lui souhaite bonne chance et promettent que s'il ne perd pas la tête, peut-être qu'ils viendront le retrouver. Peut-être, mais dès que cet idiot rejoint la bataille, le boss géant lui rappelle qui est le propriétaire de ce donjon. Mais le grand n'a pas pu porter le coup. Elle est frappée par son attaque, réussissant à couper l'aile du monstre. À sa grande surprise, l'aile se régénère, et les PV du monstre sont partiellement restaurés. Shin attaque à nouveau, frappant le monstre de multiples coups. Cette fois, ça suffit. Le jeune homme audacieux attaque une dernière fois, frappant le boss sur sa corne et l'envoyant finalement au Valhalla des monstres. Le jeu annonce la victoire de Shin et lui accorde une liste de titres en récompense. Le boss final vaincu, les autres joueurs commencent à se déconnecter du jeu jusqu'à ce qu'il soit le dernier. Il ouvre ses paramètres et essaie de suivre. Mais à la plus grande surprise de notre garçon, la porte se ferme et une autre s'ouvre derrière lui. Ce Kurido à petit budget est déconcerté, car il croit que vaincre le boss est l'événement final du jeu. Cependant, il se réveille soudainement, au milieu d'un champ. Comme cet idiot est resté si longtemps dans le jeu, il ne sait pas s'il est dans le monde réel ou s'il est toujours quelque part dans le jeu. Tu es sérieux là, mon pote? Genre, tu es sérieux là? Pour confirmer, Shin ouvre ses statistiques et voit qu'elles ont considérablement augmenté. Mais tous les avantages ont un inconvénient, car il découvre qu'il est coincé dans le jeu sans aucune issue. Et avec le bouton de déconnexion disparu, le réseau du jeu l'était aussi, car il ne pouvait plus s'y connecter. Shin commence à se chier dessus, le seigneur des ténèbres. Après un vaillant effort, il parvient à utiliser ses 2 dernières cellules cérébrales pour comprendre qu'il a été isekai'd. Il réalise qu'il est tout aussi inutile ici qu'il l'était dans le monde réel et décide d'essayer de retourner à sa base. Alors Shin utilise un objet lumineux pour trouver son chemin, mais en s'approchant, il découvre une ville qui n'était pas là auparavant. Il passe son chemin et continue son voyage. Quand Shin arrive à son ancienne base, il trouve une fille harcelée par une bande de losers. Ils la font passer la barrière entourant sa maison, mais soudain, un monstre émerge de la forêt pour les arrêter. Les lâches ont fait hors de question, et se sont déconnectés de la scène plus vite que ta copine ne t'a quitté. Mais Shin le simp parvient à la sauver avant que le monstre ne puisse réduire son espérance de vie. La fille l'invite à l'intérieur de la maison appelée le sanctuaire lunaire, où elle se présente comme Tiara et le remercie de l'avoir sauvée. Elle lui demande s'il connaît sa maîtresse, qui faisait partie de son ancienne équipe, et qu'on appellera Ni désormais. Il confirme qu'il la connaît et demande où elle pourrait bien se trouver. Mais Tiara, qui le prend pour cesse, refuse de lui dire. Cependant, elle propose de livrer un message à Ni, disant que cela coûte 1000 joyaux. Es-tu une croqueuse de diamants ou non? Le garçon fauché et sans abri montre une pièce et explique qu'il n'a qu'un seul Gal. Elle se demande s'il a utilisé une boîte d'objets, car seuls les rois peuvent en utiliser une. Et elle est aussi surprise par la pièce de Gaul, car l'une d'elles vaut 10 000 1000 de joyaux. Je déteste tous ces putains de riches. Cependant, Shin se souvient que dans le jeu, un Gaul était la plus petite somme d'argent. Tira se demande qui il est, alors Shin explique qu'il est un humain supérieur. On lui dit alors que seuls 6 humains supérieurs ont jamais existé dans le monde et qu'ils ont disparu il y a 500 ans, pendant le crépuscule de la prospérité. Pendant que le bonnet essaie de digérer l'information, Tierra se demande comment il a pu manquer cet événement historique quand toutes ces personnes ont disparu. Shin comprend enfin qu'elle parle de la déconnexion massive. Il réalise que des milliers de personnes se déconnectant en même temps ont dû devenir un incident majeur. Apprenant qu'il a été envoyé 500 ans dans le futur du jeu, il la remercie de lui avoir appris cela et lui offre le Gal en signe de gratitude. Elle est heureuse d'en avoir un, pensant que cela lui sera utile puisque les elfes sont doués en magie et qu'elle en est une. Mais elle se demande toujours comment ce crétin ignorant a même su qu'elle était une elfe. Puisque Ni lui a jeté un sort d'illusion, Shin est confus. Il demande pourquoi Ni ferait cela. Tierra explique que les elfes aux cheveux noirs sont considérés comme un mauvais présage. En plus de cela, les monstres l'attaquent toujours, forçant les habitants de son village à la chasser.
ni avait modifié son apparence et l'avait amenée au magasin où la barrière la gardait en sécurité. Depuis, elle y vit depuis seulement une centaine d'années. On dirait qu'elle est née il y a 100 ans. Notre joueur met enfin 2 neurones ensemble et comprend pourquoi le sanglier est apparu, puis remarque que ses cheveux étaient à l'origine argentés. Il décide d'essayer de la soigner. Après analyse, il découvre qu'elle est maudite par un sort qui apparaît au hasard. Il sort sa compétence de purification pour enlever la malédiction. Malheureusement, seule une partie de ses cheveux retrouve sa couleur d'origine, ce qui le laisse un peu déçu. Mais la jeune femme s'en fiche et est très reconnaissante de son aide. Elle est encore plus heureuse lorsqu'il quitte la barrière sans être attaqué par des monstres versant des larmes de joie. Ils retournent au sanctuaire lunaire et Tierra dit à Shin que Ni sera absente pendant un certain temps. Pendant son absence, il décide de visiter la ville pour explorer le monde. Tierra lui donne une lettre de recommandation pour passer le point de contrôle, insistant sur le fait que c'est un gage de ses remerciements. Arrivé en ville, il rencontre un garde de la porte qui lui explique que la lettre est importante. Elle fonctionne dans d'autres royaumes et peut même lui assurer une audience avec le roi. Le garde l'escorte ensuite à la guilde des aventuriers où il essaie de s'inscrire au 2e étage. La réceptionniste là-bas le dirige vers le 1er étage. La réceptionniste du bas ressemble à la précédente et se présente comme Silica, disant que l'autre est sa sœur jumelle, Silica. Ces jumelles n'étaient pas des jumelles. En attendant sa carte d'aventurier, Silica arrive avec de la nourriture et le regarde manger comme s'il était une attraction de zoo. Elle demande à confirmer la lettre de recommandation et Shin remarque le maître de guilde debout derrière lui. Surprise, Shin parle avec le maître de guilde, qui se présente comme Barlax. Il pose sa propre lettre de recommandation à côté de celle du protagoniste, et les deux réagissent de la même manière, prouvant que celle de Shin est authentique. Barlux explique que ces lettres sont précieuses, car elles servent d'identification fiable et donnent accès à des lieux importants. Beaucoup de gens essaient de les voler, et en perdre une peut causer de graves préjudices. Il conseille à Shin de la détruire s'il ne peut pas la protéger. Shin refuse, disant qu'il la protégera, parce que Tierra la lui a confiée. Barlux approuve sa réponse. Il dit qu'ils devraient bien s'entendre, puisqu'ils sont tous deux reconnus par le sanctuaire. Le lendemain, Shin revient pour une carte d'aventurier qui lui permettra d'entreprendre des missions. Silica remarque qu'il porte des vêtements différents et il dit que son ancienne tenue est trop voyante pour un débutant. Elle lui donne la carte et décrit le système de classement. 9 niveaux, 2G à double S, avec des augmentations de rang obtenues en accomplissant des tâches. Cela signifie qu'il ne peut prendre que des requêtes. Notre garçon accepte un travail de cueillette d'herbe, il dit au revoir à Silica, qui déclare discrètement qu'il semble différent des autres aventuriers. Eh bien, c'est probablement parce que tu ne les comprends pas. Dans la forêt, il cherche pendant des heures sans succès. Dans le jeu, c'est une mission facile pour débutants, donc la difficulté le surprend. Son radar détecte soudainement un ennemi. En enquêtant, il trouve un Jack à tête de crâne de niveau 359 à côté d'une calèche détruite. Il décide d'engager le combat, malgré le risque. Le squelette ambulant manie une rare épée d'éléments lumière, ce qui amène Shin à suspecter qu'il s'agit d'un monstre unique. Ses premières attaques échouent et son épée est déjà endommagée. Sans autre option, il active sa limite. Le coup chargé tue le monstre instantanément, mais son épée est projetée loin, empêchant le crétin de la récupérer. Le monstre laisse tomber une gemme qu'il prend à la place. Pendant ce temps, l'épée atterrit à l'intérieur du château royal comme une livraison FedEx Express. Les gardes sont confus, mais la deuxième princesse Rion ordonne une évaluation et exige de savoir qui l'a lancée, pensant que celui qui l'a fait doit être une bête absolue. En ville, le protagoniste voit des soldats blessés. Un garde dit que leur groupe de 12 a été attaqué par le Jack à tête de crâne et que seuls 4 ont survécu. La calèche brisée leur appartenait. Il mentionne aussi la grande épée qui s'est écrasée dans le château, faisant sentir coupable le crétin, puisqu'il en était responsable. Heureusement, personne n'est blessé, alors il nie toute connaissance de cela. Shin entre dans la guilde, où il voit un groupe d'aventuriers présents. Il interroge Silica à leur sujet, et elle lui dit que les aventuriers se rassemblent pour chasser le monstre à tête de crâne. L'idiot déclare qu'il l'a déjà tué et montre la gemme. Silica est tellement choquée qu'elle se met devant lui criant dessus avec doute. Il lui fait remarquer qu'elle est trop près, alors elle recule. Elle se arrive, et Silica explique ce que Shin vient de lui dire. Il admet que le monstre n'a laissé tomber aucun équipement notable. Elle se trouve cela inhabituel, car même l'équipement de rang B est précieux.
Elle demande à Celica de vérifier la gemme pour le mana du monstre. Le MC pose des questions sur les apparitions de Jack à tête de crâne. Elle se dit qu'il se forme dans des zones à mana élevé avec une énergie de mort persistante. Mais cette forêt a peu de mana. Donc un être aussi fort ne devrait pas exister. Shin conclut que celui qui l'a combattu est une exception et mentionne qu'il était de niveau 359, ce qui surprend les deux femmes. Elle décide de confirmer ses dires en évaluant la gemme. Elle dit que si son récit est vrai, sa capacité dépasse celle d'un groupe de rang A. Il lui demande ensuite de garder le secret. Plus tard, le protagoniste va au restaurant pour dîner. La serveuse, Celica, dit que quelqu'un partagera sa table. Un homme avec une lance empoisonnée, habillé comme le chanteur principal d'un groupe de garçons gothiques, entre, attirant beaucoup l'attention de la foule dans l'auberge. Il s'approche de Shin et s'assied, se présentant comme Wilhelm. Il suppose que le nerd chétif devant lui est un débutant inexpérimenté, mais après une inspection plus approfondie, il remarque que le nerd est au-dessus de la moyenne. Alors qu'ils commencent à parler, Shin dit qu'il n'est en ville que depuis 3 jours et qu'il vient de la campagne. Wilhelm explique que son surnom, le vampire, vient de sa lance qui draine la vie, et non de sa peau pâle. On sait, mais il est blanc. Quoi qu'il en soit, il est impressionné par la confiance de Shin, car tout le monde semble avoir peur de lui. Cependant, le nerd idiot est trop inconscient pour le remarquer, alors il partage un repas avec Wilhelm. Je ne peux pas m'en empêcher, j'aime la bonne nourriture, d'accord ? Ensuite, le MC visite la bibliothèque pour rechercher le crépuscule de la prospérité d'il y a 500 ans, mais trouve peu d'informations. Il découvre que les êtres vivants dans le monde n'ont pas beaucoup changé depuis. Ailleurs, Barlux discute du Jack à tête de crâne avec un petit conseil. Ils sont choqués que celui qui l'a vaincu ait laissé son armure et n'ait pris que la gemme. Barlux est inquiet, car le niveau du monstre était bien trop élevé. Mais l'un des conseillers, Aldi, est plus intéressé par celui qui a vaincu un monstre si puissant. Le maître de guilde refuse de révéler l'identité de Shin, demandant pourquoi Aldi est si intéressé. Aldi révèle alors avec désinvolture que l'épée qui a volé dans le château était une arme de grade légendaire. Tout le monde convient que le propriétaire est quelqu'un d'important. Sur la place de la ville, Shin remarque une jeune fille, qu'il regarde. Il lui offre de la nourriture et apprend qu'elle est Millie, une de type tigre. Wilhelm dit qu'elle est une orpheline qui quitte souvent l'église. Alors que Shin part, Millie lui murmure une requête. Cette nuit-là, il se souvient que Millie lui a demandé de sauver un renard dans la forêt. Il décide d'y aller et s'arrête d'abord au sanctuaire lunaire. Il demande à Tiara de lui montrer son épée, qui ne peut être utilisée que par eux ou par quelqu'un qu'ils autorisent. Tiara la reconnaît comme une arme ancienne et est troublée, car elle a peur qu'elle ne la consume. Shin suppose que cela est dû à ses matériaux et explique les monstres légendaires utilisés pour la forger. Il remet à Tiara des lettres magiques qui peuvent le joindre n'importe où en écrivant son nom et en disant « Envoyer ». Il se souvient comment il avait essayé d'en envoyer une à Nid la nuit précédente, mais avait échoué. Il décide de le tester à nouveau en l'envoyant à Tiara. Cette fois, cela fonctionne parfaitement. Il réalise que cela avait échoué auparavant parce qu'il n'avait pas rencontré Nid dans ce monde. Tiara demande plus de lettres à étudier et il accepte. Dans la forêt, Shin trouve un sanctuaire avec un renard empoisonné et maudit. Il le soigne, déclenchant l'apparition d'une armée de morts-vivants. Il les vainc avec sa lance, mais 2 statues se brisent. Libérant des démons inconnus de niveau 674, ils attaquent, le forçant à esquiver et à utiliser la liaison d'ombre. Les démons produisent une brume qui bloque la vision. Le renard le conduit à un cercle magique où la brume ne peut pas entrer, lui permettant de riposter. Utilisant son arc de liaison, il détruit les 2 démons. Quand la brume se dissipe, le renard saute dans ses bras. Il s'avère que le renard est un élémentaire, l'un des monstres les plus forts du jeu. Bien que celui-ci soit apparemment une version bébé, lui demandant s'il veut le rejoindre, le renard saute sur sa tête en réponse. Le nerd réalise, une fois de plus, que ce monde diffère du jeu dont il se souvient. Nid reçoit une lettre de Tiara et est surprise qu'elle possède un objet magique si rare. Elle est encore plus curieuse quand la lettre mentionne le nouveau maître de Tiara, ce qui signifie qu'un gamer aléatoire est maintenant responsable de sa vie. De retour chez lui, Shin choisit de garder l'élémentaire caché de la guilde. Pour ce faire, il propose un contrat avec le renard appelé apprivoisement, qui masquera l'espèce et le niveau de la créature, leur permettant ainsi de rester ensemble. Le renard accepte ce contrat. Ils brillent tous les deux comme une scène d'anime romantique bon marché, et il la nomme Yuzua. Elle est d'accord avec ça. Juste à ce moment, un message de Tiara arrive, disant qu'elle a parlé avec Nid et lui a parlé de lui. Le Seigneur des Brutes est ravi
que sa potentielle waifu soit de retour dans son équipe, et il retourne à la guilde. Dès qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre, le nerd est trop stupide pour comprendre que ses jumelles coquines veulent toutes les deux goûter à sa sauce spéciale. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend la sauce spéciale si spéciale ? Il va de l'avant et signale l'armée de morts vivants qu'il a combattu dans la forêt. Après cela, il consulte le tableau des quêtes, où il remarque une demande spéciale de l'orphelinat. Se souvenant que Millie y vit, il accepte. À l'église, il rencontre Tria, qui s'avère être la nonne qui a posté la requête. Il indique qu'il connaît Millie, alors elle l'emmène auprès d'elle. Millie court pour le serrer dans ses bras, et Tria remarque qu'elle n'a pas été aussi attachée à quelqu'un depuis longtemps, pensant que ce nerd socialement maladroit doit en fait être une bonne personne. Il confirme que Yuzua est le renard dont Millie a parlé, et explique que leur rencontre est grâce à sa requête. Alors Yuzua remercie Millie. Le protagoniste pose des questions sur la requête. En réponse, Tria dit qu'elle cherche quelqu'un qui a hérité d'une compétence spéciale afin qu'il puisse lui enseigner. D'après son ton, il apprend que peu de gens ont encore la capacité d'utiliser des compétences. Elle déclare qu'elle est intéressée par la compétence spécifique, purifiée, qui est rare et difficile à trouver parmi les aventuriers de nos jours. Shin propose de lui enseigner la compétence à condition qu'il en apprenne davantage sur les capacités de Millie et reçoive toute information que l'église a à son sujet. Millie assure à Tria qu'on peut lui faire confiance, alors la nonne accepte. Tria lui dit que Millie possède la compétence appelée le compositeur d'étoiles, qui lui permet de voir l'avenir sans erreur, ce qui en fait le parfait acolyte pour financer ma dépendance au jeu. Notre gamer pense immédiatement que ce serait OP pour le jeu, mais réalise aussi que cette capacité met une cible sur le dos de Millie. Elle ajoute qu'il y a un autre aventurier qui soutient l'orphelinat parce qu'il y a grandi. Shin comprend qu'elle parle de Wilhelm. Sa réputation redoutée d'être un peu trop attaché au sang garde les enfants en sécurité. Cependant, il est surpris quand Tria lui dit que la personne dont elle veut apprendre à purifier n'est pas Millie, mais Lasha, qui est la petite fille de l'ancien prêtre. Si Lasha n'apprend pas la compétence, le nouveau prêtre fermera l'orphelinat pour le profit. Pendant que Yuzua joue avec les enfants, Millie reste à côté de Shin, expliquant qu'elle est trop faible pour rivaliser avec les plus grands. Le gamer essaie d'être amical avec les enfants, mais finit par ressembler à un bizarre un peu trop affectueux avec eux. L'un des enfants s'approche de lui et lui demande s'il va sauver l'orphelinat du prêtre avide. Avant qu'il ne puisse répondre, Millie promet qu'il le fera, car les autres enfants lui font confiance. Il décide de la croire et de faire confiance à Shin aussi. Les enfants l'acceptent, finalement, et même se blottissent contre lui pendant qu'il se repose sous un arbre. Bientôt, Tria l'appelle et le présente à Lasha, qui est aussi une nonne. Pendant qu'il parle, le seigneur gothique Eiji Wilhelm arrive, demandant qui a pris la requête. Millie se porte garante de Shin, et Wilhelm accepte de lui faire confiance, mais menace de le transformer en kebab japonais s'il trahit Millie. Shin explique que Lasha devra vaincre 200 morts vivants de niveau supérieur à 150 avec un orbe sacré pendant qu'il joue le rôle de soutien. Lasha accepte, et Wilhelm décide de les accompagner, probablement parce qu'il s'ennuie. Cette nuit-là, Wilhelm invite le protagoniste à boire un verre et lui demande s'il est un élu. Shin le nie. Il n'est pas convaincu par la personnalité de dur à cuire de Wilhelm et soupçonne que le wannabe vampire est un gentil doux qui aime les enfants. Sans chichi, c'est pourquoi il aide l'orphelinat. Wilhelm le nie et prétend qu'il n'aime juste pas entendre les enfants pleurer. C'est la même putain de chose, idiot. Pendant qu'il parle, Tira envoie un message disant que Ni reviendra bientôt. Elle déclare à quel point elle a posé des questions sur sa maîtresse. Bientôt sa lettre de recommandation arrive, Wilhelm est surpris et lui dit qu'il en a une aussi. Le lendemain, il se dirige vers les plaines fantômes pour s'entraîner. Shin piège les morts vivants, Wilhelm les tranche et Lasha purifie ce qui reste. Il continue à grinder de l'XP jusqu'à ce qu'elle soit proche du niveau 150. Ailleurs, la princesse Rion vainc un Jack à tête de crâne avec l'épée qu'ils ont trouvée plus tôt dans le château. Un chevalier s'inquiète pour un autre groupe dans les mêmes environs. Ni propose d'aider. Le groupe est en difficulté contre son Jack à tête de crâne jusqu'à ce que Ni arrive à temps. D'un seul coup, elle détruit le noyau du mort-vivant, laissant tous les spectateurs sous le choc. Ni soigne les soldats blessés. Le commandant la remercie, admettant qu'ils auraient été forcés de battre en retraite sans elle. Elle insiste sur le fait qu'ils avaient déjà affaibli le monstre, mais il sait que c'est faux. Il mentionne les récentes activités inhabituelles de morts-vivants qui se sont produites dans les plaines fantômes et ne peut toujours pas comprendre comment cette seule femme a vaincu un monstre boss que toute son escouade d'élite n'a pas pu gérer. Elle confirme auprès des gardes que les morts-vivants sont tous vaincus, puis elle leur dit d'utiliser les objets qu'elle leur a donnés si d'autres morts-vivants apparaissent.
Après cela, elle se dirige dans la forêt pour trouver sa maîtresse. Dans les plaines fantômes, Wilhelm fait ce qu'il fait de mieux, se transformant en Edgelord et affaiblit un Jack à tête de crâne pour que l'achat puisse porter le coup de grâce. Soudain, elle est entourée d'une lumière dorée comme si elle venait de débloquer le DLC. Elle panique, mais Shin l'assure que c'est la réaction habituelle à l'apprentissage d'une compétence. Quoi qu'il en soit, la connaissance de la purification inonde son esprit. Elle admet qu'elle peut maintenant protéger les enfants et l'orphelinat. Shin suggère qu'il se repose, mais Yuzua sent quelque chose d'étrange. Puis Shin aperçoit un nuage noir-violet se former dans le ciel. Wilhelm explique que c'est l'énergie des morts vivants qu'ils viennent de tuer qui se transforme en aura sombre et s'accumule dans l'air. La forme prend celle d'un monstre géant qui leur fait à tous les trois collectivement décorer leurs pantalons de caca. C'est un seigneur à tête de crâne, niveau 809, assez puissant pour anéantir une nation entière. L'achat s'accroche à l'espoir que la barrière qu'ils ont formée puisse les protéger, mais le seigneur met fin à ses bêtises en brisant la barrière d'une seule attaque. Shin, voyant qu'ils sont foutus, leur ordonne de fuir, mais le seigneur invoque une armée de morts vivants pour les encercler. Wilhelm suggère de foncer, mais Shin se transforme en pur protagoniste d'anime et se charge en énergie, préférant cultiver son aura plutôt que de s'échapper pour sauver sa vie. Wilhelm le regarde se recharger et réalise que ce petit intello est bien plus puissant qu'il n'y paraît. Il demande à Shin qui il est, mais le marchand cultivateur d'aura sourit et leur ordonne de retourner en ville. Wilhelm sent qu'il est sérieux et accepte, alors Shin le booste avec de la vitesse et de la force. Avec cela, Wilhelm ouvre un chemin à travers l'embuscade, emmenant l'achat avec lui. Finalement seul, le protagoniste invoque son épée. Yuzua se transforme en lance-flamme vivant, utilisant son feu de renard pour transformer les morts vivants en chair rôtie. Mais le seigneur n'a pas encore fini. Il fait un véritable numéro de roi de la nuit et invoque encore plus de morts vivants. Shin répond par un coup de foudre massif qui laisse un cratère dans le sol. Il ouvre sa carte pour vérifier les dégâts qu'il a causés, seulement pour voir un corps bleu sur la carte approcher sa position à grande vitesse. Faisant une pause dans le combat, il saute par-dessus les morts vivants environnants pour intercepter le mystérieux nouveau venu. À sa grande surprise, il s'avère que c'est Ni qui l'avait repéré grâce à son attaque éclair plus tôt. Avant qu'il ne puisse lui parler, il remarque les morts vivants qui se referment sur lui. Yuzua détecte que son maître a besoin de temps avec sa waifu albinos et joue le parfait entremetteur en levant une barrière pour les protéger. D'une manière ou d'une autre, la petite renarde est plus compréhensive que mon colocataire d'université. Ni se précipite et serre son maître contre elle, versant une larme. Il la serre en retour, lui murmurant qu'il était de retour, tandis qu'ils se serrent l'un contre l'autre. Malheureusement, la pauvre renarde se fatigue vite de maintenir la barrière. Elle s'effondre d'épuisement, ce qui fait que la barrière se désintègre. Ni et Shin combattent côte à côte, anéantissant les morts vivants inférieurs et blessant même le seigneur à tête de crâne. Shin invoque une seconde épée et porte le coup fatal. Le monstre parle, exigeant du pouvoir, avant de mourir, et le héros à petit budget est stupéfait qu'il puisse parler. Il prend l'orbe et il se déplace vers un endroit sûr. Il explique qu'après avoir vaincu le boss final et libéré tout le monde du jeu, un portail l'a envoyé 500 ans dans le futur, ce qui l'a dérouté jusqu'à présent. Ni dit qu'elle et les autres personnages de soutien sont restés, mais le chaos a divisé leur groupe, et elle est finalement retournée au sanctuaire lunaire. Elle est heureuse de le voir, mais il lui demande d'arrêter de l'appeler maître pour éviter d'attirer l'attention. Elle rougit en utilisant son nom. Il dit qu'il prévoit de visiter le lieu sacré pour chercher un moyen de rentrer chez lui. Ni y est allée, mais n'a pas beaucoup exploré. Elle est attristée par son intention de partir. Cependant, ils acceptent de retourner au sanctuaire. Ils prévoient d'organiser une fête de retrouvailles. Ni remarque Yuzua, maintenant avec 3 queues, et la renarde parle, surprenant Shin. Sa voix était revenue après la défaite du seigneur à tête de crâne, probablement parce que c'était un boss. Il lui demande de ne pas parler devant les autres et de fusionner ses queues en une seule. Elle obéit, demandant si elle est une bonne fille, et il la caresse du genou. Se souvenant de Wilhelm et l'achat, le cultivateur d'aura professionnel les rattrape. L'achat s'évanouit, tandis que Wilhelm se détend, en voyant Ni. De retour sur un autre champ de bataille, Rion inspecte les dégâts et se souvient d'une attaque mystérieuse qui a anéanti les morts vivants qu'il combattait plus tôt et a également soigné ses soldats. Un soldat nommé Gadras lui montre une épée avec un emblème de faucon, disant que même endommagée, elle rayonne toujours d'une puissance incroyable. Il dit qu'une seule personne aurait pu la forger, le forgeron d'ébène, le dieu ultime de l'artisanat des hauts humains. Cela confirme le niveau de menace et de mystère entourant l'aventurier inconnu. Rion est secoué car les hauts humains sont censés être éteints. Gadras dit qu'ils ne peuvent pas être sûrs, mais celui qui a fabriqué cette lame était assez puissant pour la traiter comme de la ferraille.
Rion se souvient que le forgeron d'ébène possédait autrefois le sanctuaire lunaire et suggère d'enquêter. Le garde lui demande ce qu'elle ferait si elle rencontrait réellement un haut humain vivant. Sans ciller, elle dit qu'elle le défierait en duel et peut-être l'épouserait s'il gagne. Gadras manque de s'évanouir. Il la supplie de ne pas se battre juste pour voir à quel point le gars est fort. Elle jure qu'elle n'est pas si imprudente, mais personne ne la croit. Ailleurs, Wilhelm presse Shin d'obtenir une explication sur sa connexion avec Ni. Elle est clairement heureuse de le voir, mais Wilhelm refuse d'abandonner l'affaire. Le costaud essaie de bluffer, disant que Ni a géré le combat de boss, mais Wilhelm n'y croit pas. Au lieu de cela, il pointe sa lance et attaque, le forçant à admettre la vérité. C'est un haut humain, et Ni le reconnaît instantanément comme son maître. Wilhelm déclare que les hauts humains ne sont pas seulement forts, ils sont aussi maîtres de leur métier, au point que certaines personnes les vénèrent. Shin admet qu'il est forgeron, et propose même d'améliorer la lance de Wilhelm à prix réduit, mais le cosplayer de vampire refuse de laisser quiconque la toucher. Shin lui tend quand même une carte de message, lui disant de le contacter s'il y a des problèmes. Il essaie de refuser, mais le protagoniste insiste, il n'abandonnera pas le premier ami qu'il s'est fait ici. Cela force le sombre personnage à finalement accepter son aide. Alors que Wilhelm et Lacha se dirigent manche vers la ville, Ni remarque que son maître ne se vante jamais, mais protège toujours les faibles. Il suggère qu'ils se dirigent vers le sanctuaire lunaire, et elle sourit à l'idée. Quand ils arrivent, Tiara se précipite, prête à potiner sur le nouveau venu, puis se fige quand elle les voit ensemble. Elle demande s'ils restent pour le dîner. Ni lâche juste la bombe que ce parfait idiot possède le sanctuaire lunaire. Tiara se fige. Elle admet qu'elle ne l'a pas pris au sérieux quand il a prétendu être un haut humain, mais maintenant elle ne peut plus le nier. Réalisant qu'il est son patron, elle s'excuse pour tout manque de respect passé. Il lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il préfère que les choses restent informelles. Il présente également Yuzua comme son nouvel animal de compagnie, ce qui laisse Tiara encore plus confuse qu'avant. Au dîner, Shin complimente la cuisine comme un Gordon Ramsay sous sédatif. Tiara dit qu'elle n'a jamais vu de nourriture pareille, et il est ravi quand il remarque qu'elle est faite avec des ingrédients qu'il a fournis à Ni. Tiara remarque une aura émanant des plats. Le Gordon Ramsay à petit budget explique qu'il s'agit de viande et de légumes de haute qualité, récoltés sur de puissants monstres, presque impossibles à obtenir. Ni ajoute que l'aura est du mana résiduel, ce qui est courant chez les plantes et les bêtes rares. Ensuite, ils s'installent et savourent le repas. Ils se détendent et parlent des autres personnages de soutien que Shin a laissés derrière lui, et il est soulagé qu'ils aillent bien. Tiara se saoule et interrompt soudainement. Ni la porte au lit pendant que son maître rit et se dirige vers sa chambre. Là, il trouve l'espace inchangé, avec Yuzua endormi sur son lit. Il se couche aussi mais se réveille plus tard pour trouver Ni à côté de lui, s'accrochant à lui et pleurant dans son sommeil, murmurant son nom. Il s'excuse doucement de l'avoir laissé. Le matin arrive et Shin se réveille avec Yuzua sous sa forme humaine le serrant dans ses bras. Surpris, il fabrique rapidement des vêtements adaptés aux élémentaires humanoïdes. Elle le remercie, bien qu'elle ait du mal à les enfiler. Au petit déjeuner, Ni est folle de joie de voir la nouvelle forme de Yuzua. Yuzua partage son histoire, expliquant qu'il y a 500 ans, elle a essayé d'arrêter un cataclysme, a failli mourir, et a été sauvée par Ni. Sa force s'est estompée quand elle a atteint le sanctuaire. Elle a failli mourir, mais Ni l'a sauvée. Le protagoniste dit qu'il ne l'a trouvée que grâce à Millie, et Yuzua décide de remercier Millie à nouveau un jour. Ni suggère de préparer l'une des friandises elfiques de Tiara comme cadeau, car c'est un best-seller. Shin se plaint que le sanctuaire lunaire n'était pas censé être une boulangerie, mais Ni explique que l'arsenal ne s'ouvrira pas sans lui de toute façon, donc les armes ne peuvent pas être réapprovisionnées, à moins qu'il ne se mette à forger. Il accepte de fabriquer de nouveaux équipements plus tard. Puis, Ni mentionne la visite de Gérard. Shin est choqué, car les bêtes supérieures vivent rarement au-delà de 150 ans, et cela fait 500 ans. Ni explique que Gérard l'a attendu tout ce temps. Autrefois le premier roi des bêtes, il a uni les tribus bestiales. Le souverain actuel est le 8e de la lignée, et serait un bon roi, donc Gérard doit aller bien. Il prévoit de partir le lendemain. Tiara propose de garder la boutique, mais Ni insiste pour qu'elle vienne. Avec Shin ici, la boutique peut être déplacée n'importe où. Tiara accepte joyeusement. Son maître dit qu'ils auront besoin de provisions, et Ni mentionne qu'elle visitera le royaume pour faire un rapport sur le seigneur à tête de crâne, afin de pouvoir aussi rassembler des provisions. Il décide de prendre un travail le long de la route vers Ferd pour monter en grade pendant le voyage. Il veut aussi forger des épées et réapprovisionner l'inventaire. Ni suggère de former un groupe pour la communication vocale, qui est maintenant appelé télépathie.
Shin ajoute tout le monde au lien. Elle propose également de s'inscrire comme aventurière. En ouvrant la forge, Shin avertit Yuzua de ne rien toucher, car certains objets sont maudits. Il commence à fabriquer, mais forge accidentellement une arme si bonne qu'elle brise l'économie du pays, alors il la modère avant de la mettre en stock. Tiara enfile bientôt son équipement d'aventurière, prête à partir, et notre puceau un peu simplet se sent mal à l'aise de la voir dans cette tenue. Pour aggraver les choses, elle le surprend à la regarder avec des yeux pervers, et déclare qu'il portera les courses, puisqu'il ne peut pas garder ses yeux coquins pour lui. Tiara a les yeux écarquillés devant le marché animé, tirant Shin d'un vendeur à l'autre. Il lui rappelle qu'elle ne sait pas réellement où se trouve la guilde des aventuriers, alors il prend les devants. Quand il lui prend la main, elle rougit, mais ne la lâche pas. À l'intérieur de la guilde, Celica le félicite d'avoir atteint le rang E comme si c'était un grand exploit et non le stade du tutoriel. Elle explique que son rapport sur la tête de crâne dans l'armée des morts vivants a été confirmé. Cette confirmation est ce qui lui a valu la promotion, mais ils ne peuvent pas le faire monter trop haut, trop vite. Elle jette ensuite un coup d'œil à Tiara et passe immédiatement en mode commérage, demandant ce qui se passe entre eux. Shin dit qu'ils voyagent simplement ensemble. Mais Celica rit et dit que les gens ne se tiennent généralement pas la main avec juste un compagnon. Elle l'accuse de cacher quelque chose, mais il insiste qu'il n'y a rien à cacher. Voulant changer de sujet, Shin pose des questions sur la Terre Sainte. Il s'interroge sur l'endroit que l'on croyait détruit pendant le crépuscule de la prospérité. Celica répond que seuls les aventuriers de rang B ou supérieur sont autorisés à consulter ces registres. Le protagoniste paresseux décide qu'il attendra que son rang s'améliore. Il demande ensuite s'il y a des quêtes qui se dirigent vers Fern. Celica mentionne un travail d'escorte d'une calèche vers un centre de transit appelé Byron, qui part à midi. Après avoir quitté la guilde, Tiara suggère qu'il passe le plus de temps à explorer. Alors Shin propose de passer par l'église, ce qui fait s'illuminer ses yeux. Il se promène dans les rues, faisant du lèche-vitrine comme des aventuriers fauchés avant d'atteindre l'église. Shin salue Lasha, et Tiara fait sa présentation polie. Lasha est surprise d'apprendre que Tiara vient du sanctuaire lunaire, et demande immédiatement comment elle est devenue la disciple de Shin. Son enthousiasme rend évident qu'elle admire profondément son maître. Ses vibrations d'adoration de héros sont si fortes que c'en est presque embarrassant. À l'intérieur du bâtiment, Millie serre Yuzua et Shin dans ses bras. Lasha partage la nouvelle qu'elle a soit été choisie comme prochaine prêtresse du temple. Tiara remercie le protagoniste pour son aide et il demande des nouvelles de Wilhelm. Lasha explique que le sombre personnage est allé parler à un prêtre qui avait presque pris le contrôle de l'église, espérant apprendre les intentions de l'homme. Shin convient que c'est une démarche raisonnable. Il donne ensuite à Lasha un bracelet et à Millie un collier, tous deux chaleureusement reçus. Après s'être séparés, il récupère la carte de guilde de Tiara auprès de Celica. L'esclave du jeu décide alors qu'il est temps d'emmener le sanctuaire lunaire avec eux. Tiara admet que l'idée de transporter une maison semble étrange, mais Shin trouve cela complètement naturel. Dans une ruelle isolée, il produit un cristal lié à un lieu par un sort de téléportation. Il est destiné à un usage unique, mais Tiara est étonnée d'apprendre que la téléportation est considérée comme une magie perdue. Shin lui dit qu'il peut en faire d'autres. Il lui rappelle qu'il est un hôte humain. Ils activent le cristal, et Tiara peut à peine contenir son émerveillement devant le voyage instantané. Ils arrivent au sanctuaire lunaire, et Shin range tout le bâtiment dans le collier qu'il porte, lui disant que c'est sa forme portable. Elle s'émerveille encore de la magie quand ils se dirigent vers leur prochaine destination. À la calèche, un aventurier nommé Gaien, qui ressemble à un crocodile surdimensionné et à un dragon sous-dimensionné, les salue. Ils se présentent et sont interrompus par la compagne de Gaien, Tsubaki, qui a accepté la même quête. Le marchand Nain-Nak leur dit qu'il compte sur leur protection jusqu'à ce qu'ils atteignent Byron, et le voyage commence. Ailleurs, au château royal, le roi rencontre ses conseillers. Il l'informe que d'une manière ou d'une autre, le sanctuaire lunaire a disparu, sachant qu'il a été construit avant le crépuscule de la prospérité, en utilisant une technologie perdue. Le roi soupçonne une affaire plus grave. La princesse interroge sur Ni, et ses conseillers lui disent que leur rapport prévoit qu'elle atteindra la capitale dans la journée. La princesse exhorte à la patience, soulignant qu'ils n'ont pas encore assez d'informations et que Rion n'est pas encore revenu. À contre-cœur, le roi accepte. De retour dans la calèche, Shin suggère que chacun partage ses compétences comme s'il remplissait une fiche de groupe de D&D. Gaien dit qu'il est un samouraï classé avec 0 compétences magiques, en gros un as de l'épée. Tsubaki dit qu'elle est une bagarreuse de rang B avec des buffs de vitesse. Tiara se présente humblement comme une aventurière débutante, hybride épée-arc, et guérisseuse à prix réduit,
Shin revendique le statut de samouraï et dit qu'il peut lancer quelques sorts de feu et de foudre en plus. Il présente Yuzua comme un fier dresseur de Pokémon. Gaien est impressionné qu'un samouraï puisse utiliser la magie, tandis que Tsubaki est choqué que Shin ne vienne pas de Hodo. Dans son royaume, les guerriers deviennent chevaliers ou berserkers, donc les samouraïs sont considérés comme des marginaux bizarres. Shin défend cette voie, mais Tsubaki rétorque qu'elle exige de maîtriser l'entraînement de chevalier et de berserker avant de progresser. Gaien explique que Hanamoto, autrefois une île isolée, abrite de nombreuses guildes de samouraïs qui se sont ensuite unies en une nation. Il énumère leurs noms, et le protagoniste est surpris qu'ils soient les mêmes que ceux d'il y a 5 siècles. La calèche s'arrête brusquement alors qu'une bande de bandits de bas étage bloque la route. Shin ordonne à Yuzua de garder Nak. Tous deux se retirent dans la calèche. Tiara se raidit car elle n'a jamais massacré auparavant. Les bandits se moquent du groupe et exigent qu'il leur livre Tsubaki. Face à leur moquerie grossière, l'expression de Shin se durcit, son intention de tuer se répandant sur la route, rendant Tiara mal à l'aise, elle l'exhorte doucement à ne pas perdre le contrôle. Évaluant l'ennemi, Gaien remarque que la plupart sont de bas rang et soupçonne un informateur. Une flèche abat soudainement un bandit caché, et les autres se précipitent pour se battre. Tsubaki, boosté par la magie, en abat un d'un seul coup. Gaien fend l'arme d'un autre. Le protagoniste badass en abat deux d'un coup. Le chef des bandits réalise rapidement qu'ils ne sont pas de simples combattants de rang E. Shin brise l'épée de l'homme et le fixe du regard, jusqu'à ce que le chef se fiche sur place. Quand il exige le nom de l'informateur, Tiara intervient, lui serrant légèrement le bras. « Ça aurait dû être moi, pas lui. Ce n'est pas juste. » Tsubaki cligne des yeux, confuse par le changement soudain d'humeur de l'humaine. Shin lui-même se demande pourquoi elle est intervenue, jusqu'à ce que Tiara rougisse, réalisant qu'elle l'a fait par instinct, tout comme Neil faisait quand Tiara était plus jeune. Le groupe reprend son voyage. Cependant, Gaien soupçonne que les bandits les avaient ciblés en raison du lien de la calèche avec l'église. Shin se demande quel était leur véritable objectif. Heureusement, ils atteignent Byron sans autre incident. Avant de se présenter à la guilde, ils reçoivent leur certificat d'achèvement de Nak. Quand ils demandent les plans de Gaien et Tsubaki, ils disent de lui qu'ils se dirigent vers Kilmon et espèrent recroiser son chemin. Puisque Farnod est encore loin, Shin propose d'acheter leur propre calèche. En inspectant les options, Shin trouve la plupart des options génériques et commence à les modifier mentalement, comme s'il jouait à un simulateur de mécanicien automobile, ce qui stresse immédiatement Tiara, car cet homme peut transformer n'importe quoi en machine de mort armée. Ils finissent par en choisir une, et le vendeur demande s'ils ont des chevaux, avertissant qu'il pourrait en avoir besoin de plus d'un. Shin garde à l'esprit l'idée d'utiliser Yuzua comme solution de secours. Peu après, Ni appelle pour dire qu'elle a terminé son travail dans le royaume et apportera un monstre pour tirer la calèche, arrivant le lendemain. Elle mentionne également que tout le monde a paniqué lorsque le sanctuaire lunaire s'est téléporté, mais elle considère cela comme un soulagement après des offres de recrutement répétées. Ce soir-là, ils séjournent dans une auberge chère pour se détendre. Yuzua profite du temps libre et ils dînent ensemble. Tiara et Yuzua vont au bain, pendant que Shin est laissé seul pour se soulager, autant qu'il le souhaite. Ni arrive le lendemain matin avec un grand loup de jade. Shin l'identifie comme un monstre unique qui surprend même Tiara, surtout après qu'il montre de l'intérêt pour elle. Ni explique que c'est une bête de classe sacrée adaptée à ses besoins et qu'elle peut rétrécir. Pensant qu'elle avait fait une erreur quand Shin est resté silencieux, elle est soulagée au moment où il donne son approbation. Yuzua apprend que le nom du loup est Shimmer, et le groupe se prépare à continuer son voyage. Alors qu'ils partent pour Farnod, les modifications de la calèche de Shin rendent le trajet exceptionnellement doux. En chemin, Yuzua parle avec Shimmer, qui révèle que lui et sa mère régnaient sur la montagne sacrée avant qu'un aventurier ne la vainque. Il avait été sauvé alors qu'il n'était qu'un chiot par Tiara un siècle plus tôt, un fait dont elle se souvenait maintenant. Ni transfère le contrat de Shimmer à Tiara, faisant d'elle, en gros, une maman louve. Après la paperasse émotionnelle, Tiara s'effondre enfin pour un repos bien mérité. Quand son maître demande pourquoi, Ni dit qu'elle veut que Shimmer garde Tiara. En approchant de Farnid, ils sont accueillis par 2 bêtes de haute classe envoyées par Gérard. Elles escortent le groupe jusqu'à un manoir, où Gérard fait pratiquement un court-circuit en voyant son ancien maître apparaître vivant après 5 siècles. Gérard rend ses respects, avant de présenter le roi actuel, Wolfgang et sa fille, Curie. Shin lui dit gentiment qu'il peut arrêter de l'appeler maître, mais Gérard explique que la formalité est destinée à mettre tout le monde à l'aise, puisque les hauts humains sont considérés comme des êtres légendaires. Un flash de mémoire les ramène des siècles en arrière,
à l'époque où Gérard et Shin avaient été combattus côte à côte. Même après avoir séparé un bon nombre de têtes, de nombreux monstres avaient encore les leurs. La bataille était loin d'être terminée. Shin se tenait dos à dos avec lui et lui a dit de rester vigilant alors que la prochaine vague déferlait. De retour au présent, et ces deux idiots ne peuvent pas dire comment ils sont revenus vivants de cette bataille. Gérard admet qu'il a perdu le compte des monstres qu'il a tués ce jour-là et parle de combien le monde avait changé. Shin comprend qu'il doit déjà être au courant de ses exploits et devine que Ni le lui a dit. Elle admet que c'est vrai car elle voulait que Gérard entende la vérité, sachant qu'il embellirait le récit à sa manière. Elle va préparer du thé, ce qui donne à ses crétins une bonne dose de temps entre potes. Gérard demande à Shin pourquoi il a disparu pendant 500 ans. Et Shin lui raconte tout, bien qu'il insiste que ce n'était pas si grave. Gérard a en fait de mauvaises nouvelles, sa barre de vie est à sa fin, et bientôt il passera dans l'au-delà comme maître Oogway. Mon heure est venue. Il veut un dernier duel, pour affronter l'homme qu'il considère comme le guerrier le plus fort du monde. Shin comprend que Gérard souhaite mourir au combat et accepte le défi. Cette nuit-là, Gérard rassemble ses compagnons et leur annonce que le duel aura lieu dans une semaine, à l'endroit même où il souhaite rendre l'âme. Ses vieux camarades comprennent sans montrer d'émotion, mais Curie, elle, n'y parvient pas. Elle exige de savoir pourquoi ils sont si calmes alors qu'il a choisi la mort. Gérard lui assure qu'il a vécu une vie bien remplie, et que cette bataille sera la plus grandiose de toutes. Il souhaite que tout le monde en soit témoin. Quelque temps après, Shin aperçoit l'armure de Gérard, qui semblait n'avoir pas été touchée depuis les années 90, et décide de la dépoussiérer pour lui offrir une petite amélioration. Quand il la montre à Gérard, ses yeux s'illuminent d'une joie enfantine. Le jour du duel arrive, et Gérard demande à Shin s'il retournera dans son propre monde après. Shin lui assure qu'à l'instant même où il en aura fini avec leurs fesses inutiles, il s'enfuira de ce monde la seconde d'après. Mais il aimerait s'assurer que tout le monde est heureux avant son départ. Le lendemain, la clairière forestière où se déroulera le duel est préparée. Les spectateurs prennent position sur une falaise en surplomb, tandis que Ni promet de les protéger des attaques égarées. Gérard confie l'avenir de la nation à Wolfgang, et Curie, retenant ses larmes, promet de devenir plus forte. Gérard, désormais en paix, pénètre dans l'arène. Ils chargent pour attaquer, et lorsque leurs armes s'entrechoquent, cela génère une explosion si gigantesque qu'on la verrait depuis votre salon. Ils se séparent et se déplacent à la vitesse de l'éclair à travers la forêt, provoquant de mini-explosions. Les compagnons de Gérard observent avec admiration, réalisant qu'il peut égaler la force d'un humain supérieur. Nick cependant sait qu'ils se retiennent encore et qu'ils vont bientôt commencer à se battre sérieusement. Le vrai duel commence. Les deux combattants marquent une pause, et Gérard admet qu'aucune de ses attaques ne fonctionne pour l'instant, mais Shin sent qu'il se retient. Le roi décide de passer à la vitesse supérieure en se transformant en un loup-garou blanc et gigantesque. Il se souvient que Shin a promis de ne pas utiliser ses compétences les plus dévastatrices, acquises en battant le boss final, car cela mettrait fin au combat trop vite. Malgré tout, Gérard attaque férocement, cherchant à le pousser à se donner à fond et à se battre sérieusement. Shin contre avec de la magie, mais le loup disparaît dans un éclair de vitesse, réapparaissant à son flanc pour lui asséner un coup écrasant qui envoie le héros vierge glisser en arrière dans la poussière. Sans un instant de répit, Gérard lance sa technique ultime, l'excellence légendaire, qui éjecte une puissante décharge d'énergie. Shin lève une barrière pour absorber l'impact, mais son adversaire est déjà de nouveau derrière lui, le forçant à la défensive avec des combos incessants, le poussant toujours plus fort. Réalisant que son adversaire donne vraiment tout, Shin décide de se donner à fond. Ils envoient tous deux de puissantes décharges d'énergie qui entrent en collision et créent une boule gigantesque qui détruit les arbres alentours. Gérard prend le dessus, brisant l'épée de Shin et créant une ouverture. Il s'apprête à porter le coup final, mais il manque soudainement d'énergie et s'effondre, reprenant sa forme humaine. Shin le rattrape avant qu'il ne tombe, refusant de le laisser toucher le sol. Gérard, souriant, dit qu'il s'est entraîné pendant 500 ans pour ce combat. Il sait que Shin s'est retenu et lui demande de voir sa pleine puissance avant de mourir. Shin obtempère, libérant une colonne de lumière brillante qui transperce le ciel. Le loup contemple le spectacle de la pleine puissance de son maître, puis il ferme les yeux, satisfait. Il s'éteint, sans aucun regret. Shin le ramène, où ses compagnons le pleurent mais ne versent pas de larmes, sachant qu'il est mort comme il le souhaitait. Curie est en deuil, mais comprend. Il l'enterre plus tard, cette nuit-là, ses sujets lui rendant hommage. Ce soir-là, Ni trouve Shin seul. Elle le serre fort dans ses bras, lui disant que c'est normal de pleurer. Il admet avoir offert à Gérard la bataille qu'il désirait,
mais ne peut s'empêcher de ressentir de la tristesse pour la perte de son ami. Ni lui dit que son devoir est accompli, et qu'il est tout à fait normal de pleurer. Shin lâche enfin sa peine dans ses bras. Le lendemain, le groupe se dirige vers la ville. Shin se demande pourquoi ses compagnons sont habillés comme des furies de fanservice. Et Ni explique que les elfes se remarquent trop, alors ils essaient de se fondre dans la masse. Elle demande à l'accro au jeu ce qu'il en pense, et il lui dit qu'elle est belle, ce qui fait rougir Tiara, surprise de voir son maître agir si naturellement. Ils sont là pour voir Chouad, l'un des autres compagnons de Shin, qui a également assisté aux funérailles de Gérard. Ils arrivent au quartier où logent tous les représentants. Shin se demande si Chouad est aussi devenu un roi comme Gérard, et Ni mentionne qu'il fut le premier empereur de l'Empire du Dragon, mais qu'il a pris sa retraite depuis. Ils sont escortés jusqu'à une pièce, et Chouad est introduit. Il s'incline instantanément devant Shin, jurant de le servir une fois de plus, mais Shin lui dit de se détendre. Ni explique que les choses sont différentes maintenant. Ils partagent un thé et rattrapent le temps perdu. Chouad lui demande ce qu'il compte faire ensuite. Shin explique qu'il a l'intention de se rendre au palais sacré pour y mener des recherches approfondies. Chouad demande à le rejoindre, mais seulement après être retourné d'abord dans son propre pays. Ils conviennent de rester en contact par télépathie. Alors que Shin s'en va, il rend à Chouad son ancienne arme. Le roi à la retraite est stupéfait de la revoir après si longtemps, et remarque qu'elle est devenue encore plus puissante. Shin explique qu'il l'a améliorée en réparant l'équipement de Gérard. Le roi retraité est sidéré par la croissance rapide de Shin, et Tiara n'en revient pas non plus. Ensuite, il visite la guilde des aventuriers. Shin décide d'améliorer son rang d'aventurier et accepte une mission de chasse aux gobelins. Tiara demande à l'accompagner et ils se dirigent vers la forêt. Ils défont facilement un gobelin chacun, et lorsque Shin rend la quête, le greffier de la guilde lui remet un message du maître de guilde Barlux. La note le convoque immédiatement au palais. Tiara se demande pourquoi le palais a besoin de lui, et se souvient de l'incident avec l'épée au visage de crâne, ce qui la fait paniquer. Shin rend visite à Wolfgang avant de partir, et lui donne les gantelets de Gérard. Wolfgang souligne à quel point ils ont été gravement endommagés durant le combat, mais Shin explique que, les ayant fabriqués lui-même à l'origine, les réparer ne pose aucun problème. Wolfgang les essaie et est stupéfait par leur puissance. Shin lui dit que c'est maintenant à lui de les transmettre. Après les adieux, l'humble garçon se prépare à se téléporter. Sachant que prendre le chariot serait bien trop lent, ils retournent à l'emplacement de l'ancien sanctuaire lunaire, et le faible sent qu'ils sont observés. Ni spécule que le royaume espère que le sanctuaire lunaire pourrait réapparaître, mais craint aussi qu'il ne disparaisse à nouveau. Shin rencontre Barlax à la guilde, où un mage nommé Hérode aide à l'évaluation des gemmes. L'interrogatoire devient vite sérieux. Shin se demande pourquoi le palais l'a convoqué quand Hérode demande soudainement s'il est au courant de l'épée qui a volé dans le palais et s'est écrasée dans la chambre de la princesse. Shin est choqué. Hérode explique que l'épée est comparable à un trésor royal et note la gemme que le crétin a laissée derrière lui lors de l'incident du visage de crâne. Le mana de la gemme correspond à celui de l'épée, confirmant l'implication de Shin. Barlux le rassure en lui disant qu'il n'a pas d'ennui grâce à la lettre du sanctuaire. Il ajoute que c'est la deuxième princesse, Rian, qui l'a convoqué de nuit. De nuit. Pourquoi de nuit ? Shin explique la situation aux autres. Ni spécule que le royaume pourrait essayer de le recruter, ou même de le marier à un noble, ce qui pousse Shin à suggérer de faire semblant d'être fiancé à elle ou à Tiara. Yuzua plaisante aussi, en disant qu'elle veut être sa fiancée, ce qui le fait paniquer, sachant qu'elle est bien trop jeune. Le jour suivant, le geek des jeux vidéo se rend au château. Il est escorté par Godas, qui est maintenant de niveau 188. Shin se demande s'il est le chevalier le plus fort du royaume. Il est conduit dans la chambre de la princesse, où il rencontre Rian. Elle explique la situation avec l'épée au visage de crâne, et note que ce doit être une arme exceptionnellement puissante. Shin mentionne avec désinvolture qu'il a même brisé sa propre arme en la combattant. Rian l'observe attentivement, pesant ses paroles face à sa propre compétence d'intuition. Elle commente que certains aventuriers qui se distinguent sont convoqués par le palais, bien que d'autres aient été assassinés lors de telles convocations. Elle explique que le balourd est en sécurité, se fiant à sa compétence d'intuition et à la recommandation du sanctuaire lunaire, auquel elle fait confiance pour ne pas envoyer d'assassins. Finalement, elle en vient au fait. Le faible soumis se prépare, s'attendant à une proposition, mais Rian lui demande simplement de se battre. Le garde proteste, rappelant à Rian qu'elle est une princesse et ne devrait pas demander à Shin de la combattre.
Elle explique qu'elle doit faire cela pour confirmer ses capacités, le menant à la salle de téléportation. Ils sont instantanément transportés sur le terrain d'entraînement, un champ conçu pour les batailles entre les élus. Elle explique que personne ne sait qui a établi les points de téléportation, seulement qu'ils existent depuis des centaines d'années. Shin remarque que cela a du sens. Étant donné que la téléportation est considérée comme une magie perdue, il n'est pas surpris. Rian lui ordonne de prendre une arme. Il choisit une épée, mais elle manie une énorme arme à deux mains d'une seule main. Le duel commence. Leurs armes s'entrechoquent et Rian essaie soudainement de donner un coup de pied à son adversaire, qui l'esquive facilement. Il comprend qu'elle est une combattante habile et ajuste ses statistiques pour correspondre à son niveau. Il charge, essayant de la maîtriser, confiante en sa force physique. Elle lui dit de se fier à ses compétences. Il se prépare à utiliser l'une de ses capacités, mais elle la copie instantanément. Le garde déclare qu'ils sont de force égale, le protagoniste frappe, mais Rian contre avec un mouvement dévastateur qui brise le sol. Il est impressionné par sa puissance, reconnaissant qu'il serait mort si le coup avait porté. Elle, à son tour, reconnaît qu'il est fort aussi. Shin suggère de mettre fin au combat, notant que son épée atteint ses limites. Le garde convient qu'elle a atteint son objectif. Alors Rian met fin au duel. Elle demande à Shin de la rejoindre, disant que le royaume a besoin de lui. Mais il refuse poliment, préférant la vie d'aventurier, et elle respecte son choix. Curieux de l'épée au visage de crâne, le protagoniste demande pourquoi elle la possède. Elle explique qu'elle s'est écrasée dans sa chambre et décrit la coutume où un homme offre son épée comme proposition de mariage, ce qui le déroute. Elle le voit comme un cadeau, mais le protagoniste clarifie qu'il est arrivé par accident et n'était jamais destiné à être une proposition. Le garde l'avertit que certains pourraient utiliser l'incident comme excuse pour l'arrêter et le forcer à servir le royaume. Rian suggère de le traiter comme un tribut pour éviter d'autres problèmes et propose de le payer. Mais Shin refuse l'argent, demandant plutôt l'accès à la bibliothèque magique. Elle accepte et ils retournent à la salle de téléportation. Ils trouvent les gardes inconscients et aperçoivent le prêtre, Geralt, sous le contrôle de quelqu'un. Le garde essaye d'intervenir mais Rian et Shin disparaissent, réapparaissant dans les ruines d'une cité. Rian l'identifie comme une terre sainte et se demande pourquoi Geralt a perdu la raison. Il tente de retourner au palais, mais elle ne peut pas utiliser la télépathie sans un groupe. Shin contacte Ni, expliquant que quelqu'un contrôle Geralt. Ni reconnaît que la magie de contrôle mental est tabou, cela confirme qu'ils ont affaire à un puissant fauteur de troubles. Shin décide de ne pas utiliser la magie de téléportation pour éviter d'attirer l'attention. Il charge Ni de tout gérer et de le retrouver dans une ville voisine, Valmar. Ni informe Tiara de l'affaire urgente et lui demande de se joindre à elle, expliquant qu'elles doivent se rendre au palais. Ni révèle qu'un démon est impliqué, et Tiara se souvient que les démons sont des monstres, nés de Mayasta. Ni clarifie davantage, elle explique que les démons peuvent se déguiser en d'autres monstres et sont classés par force. Avec les démons humanoïdes au sommet, étant donné la difficulté de la magie de contrôle mental, elle en déduit qu'ils affrontent un démon de haute classe, au moins de niveau 300. Tiara admet qu'elle est loin de ce niveau, mais Ni la rassure en lui disant qu'elle n'a pas besoin de combattre. Utilisant un sort de dissimulation, elles deviennent invisibles et escaladent le mur du château, se faufilant inaperçues devant les gardes. Elle se dirige vers le donjon, où Ni explique que le démon a déjà capturé Geralt. Elle utilise la magie pour endormir les gardes, et récupère une clé pour ouvrir la cellule de Geralt. Geralt explique qu'il ne se souvient pas de tout, alors Ni suppose que le démon a altéré ses souvenirs. Alors qu'elle se prépare à dissiper la magie, le démon Magne attaque, il connaît son identité et la prévient de ne pas interférer, tentant de la tuer. Ni le maîtrise facilement au combat. Le démon demande pourquoi elle protège Geralt, elle explique qu'il est innocent et qu'elle doit le protéger pour son maître. Magneux réalise qu'elle travaille pour un humain supérieur et déplore que l'âge de l'homme touche à sa fin, l'invitant à le rejoindre. Elle refuse, soulignant qu'il ne sait rien et le tue rapidement. Ni s'approche du roi, expliquant qu'un démon était derrière l'incident. Le roi est préoccupé, mais elle lui assure que Rian et Shin sont en sécurité. Cela apporte un soulagement à tous. Geralt s'excuse pour ses actions, et le roi lui pardonne, comprenant qu'il était contrôlé, et lui demande de continuer à servir le royaume. Shin commente que le public paniquerait. S'il apprenait la vérité, alors le roi décide de garder l'incident secret. Ni dit à Tiara qu'il est temps de retrouver Shin, et elle se dirige vers Valmar pour se regrouper, sachant que de plus grandes menaces planent dans l'ombre du royaume. Nous retrouvons Shin alors que Rian explique que les terres saintes sont des cités tombées
lors du crépuscule de la prospérité. Elle croit qu'elles sont remplies de monstres puissants. Elle lui montre l'épée au visage de Crâne et l'interroge sur son arme. Il écarte la question d'un geste, pensant à cacher toute sa force. Si elle découvre à quel point il est vraiment puissant, elle ne le laissera jamais partir. Ryan explique que son peuple a autrefois exploré la cité par la porte sud. Ils ont trouvé une petite porte contenant le dispositif pour l'ouvrir. Alors qu'ils cherchent un moyen de quitter les ruines, Shin tente de s'échapper en sautant par-dessus l'un des murs de la ville. Mais il est téléporté en arrière. Il essaie encore quelques fois, et la même chose se produit. À ce stade, il en comprend la raison. De par son expérience d'accro aux jeux vidéo vierges, il reconnaît que la ville entière est un donjon. La seule issue est par les sphères lumineuses. Il lui montre l'une des sphères, et quand il la touche, elle les transporte vers le prochain emplacement. Le protagoniste sent un monstre à proximité. Il décide donc de l'affronter et découvre que c'est une créature de type fantôme qui ressemble à un testicule ratatiné appelé Gilly Wise. Il observe sa magie du vent alors qu'elle invoque un puissant tourbillon. Il le tranche en deux, créant une ouverture pour la princesse, qui lacère le monstre, mais il survit d'une manière ou d'une autre. Shin l'achève. Ryan, surprise, l'interroge sur son épée, et il admet que c'est un objet extrêmement rare. Plus profondément dans le donjon, il rencontre une gelée géante appelée Gilsly. Ryan la sous-estime et charge, seulement pour être retenu par ses tentacules visqueux. Le chevalier blanc intervient, utilisant sa compétence pour la sauver. Ce n'est qu'alors que l'idiote réalise que son attaque frontale était imprudente. Shin explique que la gelée est immunisée contre les attaques physiques et très intelligente. Il avertit que la gelée poursuivra ses victimes. Utilisant la magie du feu, il la fait fondre, exposant son noyau. Ryan détruit le noyau, mais remarque que ses vêtements sont déchirés. Le gars passe directement en mode soumis et lui tend une tenue légère qui ne cachait pas grand-chose à ses yeux pervers. Alors qu'ils poursuivent leur exploration, il lui demande si elle peut utiliser la magie. Elle admet ne pas être douée, alors il lui enseigne une astuce qui enveloppe son épée de flamme, l'impressionnant instantanément. Elle le teste sur un rocher, et il brûle instantanément. Shin explique que la compétence sera utile au combat, et la princesse risquée se demande pourquoi il l'aide autant alors qu'elle ne lui donne rien en retour. Il lui dit que protéger les habitants de son royaume est une gratitude suffisante. À la porte, il se sent soudain étrange, comme s'il était attiré. Il voit un œuf énorme bloquant le passage. Ryan déclare que les monstres éclosent rarement d'œufs, donc c'est différent. Un griffon de glace en sort, prêt à attaquer, et il peut tout geler avec son souffle. Shin s'éloigne d'un bond avec Ryan, formulant un plan. Il distraira le griffon pendant qu'elle frappera par derrière. Il lance des couteaux, faisant hurler le griffon de douleur. Ryan saisit l'ouverture et attaque avec tout ce qu'elle a, tandis que Shin ajoute sa magie de feu pour achever le coup, le décapitant. Il pense que le combat est terminé, mais le griffon se régénère instantanément. L'idiot comprend qu'il a été créé par magie. La seule façon de le vaincre est de désactiver le sort. Il ordonne à Ryan de trouver le dispositif pour ouvrir la porte pendant qu'il occupe le griffon. Shin lève ses restrictions, sachant qu'ils ne peuvent survivre à moins qu'ils ne se donnent à fond. Il tranche à nouveau la tête du griffon, mais elle se régénère. Il teste sa pleine puissance, attaquant sans relâche. Pendant ce temps, Ryan trouve le dispositif, arrêtant la régénération du griffon. Il tente de le geler, mais il bondit en avant, enflamme sa magie de feu et porte le coup de grâce. Le griffon explose, ne laissant rien derrière lui. Shin se demande ce qui vient de se passer et Ryan l'interroge. Il explique que c'est ainsi qu'il a pu le vaincre. Ils s'échappent du donjon et partent pour Valmar afin de retrouver ses compagnons ce soir-là. Le protagoniste installe le camp et dit à Ryan de se reposer pendant qu'il monte la garde, assumant le rôle de protecteur. Elle remarque qu'il a tout ce dont ils ont besoin, et quand elle demande pourquoi, il explique qu'il est habitué à voyager. Soudain, elle essaie de le séduire, mais le geek vierge la repousse. Elle lui demande s'il la trouve attirante. À ce moment-là, le balourd réalise qu'elle est sérieuse. Elle admet qu'elle aime lui parler, parce que les gens la traitent habituellement comme une princesse, et elle n'apprécie pas leur compagnie. Shin lui dit qu'elle peut lui parler chaque fois qu'elle se sent seule. Elle s'accroche à lui, profitant de l'instant, et il décide de lui tenir compagnie. Mais le lendemain matin, Shin se réveille avec un sentiment d'effroi. Au loin, il voit une armée de monstres marcher vers Valmar. Ryan mentionne que ce phénomène est appelé la crue. Elle explique que Valmar est habitué à y faire face, mais la ville subit toujours des pertes. Elle dit que cela semble menaçant, et Shin ne veut pas que des gens meurent, alors il se résout à protéger la ville. Ils atteignent Valmar,
Et Ryan dit à Shin de se présenter à la guilde des aventuriers pendant qu'elle parle au seigneur local, car ils doivent rassembler les guerriers de la ville pour se défendre contre les monstres. Shin rencontre le maître de guilde, Lac, qui explique la crue et dit qu'elle atteindra Valmar dans quelques jours. Lac reste sceptique, alors Shin montre sa lettre de recommandation et mentionne que Ryan s'entretient avec le seigneur local. Lac réalise qu'il ne ment pas et déclare l'état d'urgence, affirmant que la guilde participera à la bataille. Shin l'assure qu'il contribuera également, ce qui plaît à Lac, qui est ravi de l'avoir à ses côtés. Il remarque ensuite un magasin appelé Meland, et pense que cela lui semble familier. Il le dit à Ni, mais elle affirme n'en avoir jamais entendu parler. Il rencontre un elfe qu'il reconnaît comme Barrett, qui avait servi de personnage de soutien pour l'un des amis du héros à petit budget. Ils passent peu du temps ensemble, et le protagoniste explique la crue. Mais Barrett demande pourquoi il ne l'a pas gérée plus tôt, sachant qu'il aurait pu la détruire. Shin explique que c'est à cause de Ryan, ne voulant pas qu'elle connaisse ses pouvoirs. Il interroge ensuite Barrett sur Meland, et celui-ci explique que cela appartient à Io, un vieil ami de Shin. Il s'avère qu'il y a d'autres joueurs en ville, ce qui surprend Shin car il pensait que Io était mort pendant le jeu de la mort. Barrett lui montre une liste de tous les joueurs du monde, et à sa grande surprise, le balourd réalise qu'il en connaît beaucoup. Barrett montre aussi une liste de tueurs de joueurs, et Shin les méprise pour avoir tué ses amis pendant le jeu de la mort. Barrett explique que Ni a ordonné aux chasseurs de cibler ses assassins. Il se demande pourquoi elle n'a pas dit à Shin, mais sait qu'elle ne le trahirait jamais. Il rassure l'accro au jeu de ne pas s'inquiéter. Le héros fauché demande si Barrett se joindra à la bataille, mais celui-ci répond qu'il n'est pas nécessaire. Il sait que le protagoniste peut protéger la ville tout seul. Il ajoute en plaisantant qu'il sera là pour le butin, se souvenant de son amour pour l'argent. Juif typique. Le lendemain, Shin, Ni et Tira se dirigent vers le château du seigneur. Au château, Lord Toro les informe du plan de bataille. Les élus serviront d'avant-garde, les chevaliers défendront derrière eux, et l'escouade de Ni fournira un soutien à distance. Shin ne voit aucun monstre à l'extérieur du château, et le signale à Toro, pensant que c'est à cause de l'inondation. Toro ne le croit pas, car cela n'est jamais arrivé auparavant. Ni explique qu'elle a déjà vu les monstres se joindre à l'inondation, et qu'il y a probablement un boss qui les dirige. Toro la croit, et le geek des jeux vidéo se souvient d'une situation similaire pendant le jeu mortel, reconnaissant qu'elle ait clarifié la situation pour tous. Plus tard, il remercie Ni d'avoir géré la discussion, et lui demande si elle a utilisé des sorts avancés pendant son absence. Elle le nie, affirmant que des sorts basiques étaient suffisants. Shin décide qu'il doit cacher ses pouvoirs, lui demandant d'utiliser un sort avancé au début de la bataille. Ce soir-là, tout le monde se prépare, alors que l'inondation approche. Ni lance un sort puissant, détruisant d'innombrables monstres instantanément, mais il continue d'avancer. Shin réalise que ce n'est pas une inondation ordinaire. Il lui demande si elle peut réutiliser le sort, mais il est en temps de recharge. Il combat les monstres avec ses flammes, mais se retient pour ne pas attirer l'attention. Rian ordonne à tout le monde d'attaquer, et Tiara déchaîne sa nouvelle compétence, provoquant une explosion massive. Ryan tranche les monstres, mais une grande créature apparaît, la submergeant brièvement. Elle lutte contre elle jusqu'à ce que Wilhelm rejoigne le combat, les aidant à l'abattre. Rion demande à l'Edgelord pourquoi il est à Balmer. Il explique que la guilde a demandé de l'aide et mentionne que Millie s'inquiétait pour Shin. Le super-héros fauché porte un déguisement, sauvant un groupe de soldats sous le nom de Rouge. Il leur conseille de battre en retraite car sa nouvelle arme est létale. L'arme s'active et Wilhelm la reconnaît immédiatement comme maudite car elle consume tout. L'Edgelord exhorte Shin à se déchaîner, mais il l'ignore. Shin aperçoit un démon menant l'inondation. Il utilise un sort de contrôle mental, affectant les chevaliers, mais Shin y est immunisé. Il lève ses restrictions et lance une puissante attaque, tranchant le démon en deux. Ni aide les chevaliers à récupérer, et il gagne la bataille sans perte. La ville demande au groupe de Shin de rester pour être récompensé, mais il veut rentrer chez lui. Ni lui rappelle les coutumes. Ils entrent au banquet et voient Rian. Ni demande si Shin a eu de la chance avec elle, mais il le nie avec véhémence. Ryan remarque son comportement étrange et le taquine. Tira réalise que quelque chose cloche et divertit Ryan, disant à Shin d'aller chercher des verres, mais il rejoint Ni, demandant si Ryan est devenue jalouse. Elle confirme et sait qu'il a découvert les tueurs de joueurs. Elle s'excuse de l'avoir caché, expliquant qu'elle ne voulait pas qu'il redevienne son ancien lui. Avec l'estime de soi d'une fille grosse et laide, elle sent qu'elle ne peut et ne pourra jamais égaler Marino.
Il est heureux de l'avoir retrouvée après son retour dans ce monde et lui pardonne de ne pas avoir révélé les tueurs de joueurs, lui disant qu'elle n'a pas besoin de cacher de secret. Elle lui demande s'il aime toujours Marino et il le confirme. Elle l'embrasse soudainement, refusant d'abandonner car elle l'aime. Sachant qu'il retournera finalement dans son monde, ils retournent au banquet et profitent de la nuit ensemble. Shin déclare que le monde recèle encore des mystères. Il s'inquiète des tueurs de joueurs, craignant d'être leur prochaine cible. Sachant qu'il y a encore d'autres joueurs dans le jeu, il décide de les trouver. Il dit qu'il continuera à chercher des réponses avec ses amis à ses côtés, et c'est là que cette histoire se termine. Pour l'instant, merci d'être arrivé jusqu'au bout, tu es quelqu'un de bien. Pour embrouiller les faux fans, écrivez « station de téléportation » dans les commentaires, aimez, abonnez-vous et regardez l'une de nos autres vidéos. Restez géniaux, restez Annie Geek.